comment la mode peut réussir sa transformation ou en tout cas s'équiper pour continuer à avancer? C'est un vaste sujet. Déjà, se réunir, pouvoir discuter, pouvoir justement écouter les interventions qui vont avoir lieu ce matin. Ce 7e Forum de la mode va justement permettre de débattre et d'avoir des nouvelles idées. Mais je crois que la mode, avant toute chose, elle a besoin de créativité, elle a besoin d'innovation et elle a besoin d'engagement. Je crois que c'est véritablement ces 3 éléments-là qui permettront de s'en sortir. Évidemment, c'est pas simple, hein, on en parlait encore avec ces 2 messieurs tout à l'heure. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est compliqué et bousculé. Mais un comité stratégique de filière que j'ai l'honneur de présider est justement un lieu où on peut se retrouver, peut échanger, peut débattre, mais avant toute chose, surtout se réunir pour essayer de lutter ensemble face aussi à certains qui veulent attaquer nos marchés avec des méthodes qui ne sont pas tout à fait acceptables, mais je suis sûr que Yann reviendra longuement sur le sujet. Il y a évidemment notre gouvernement aussi qui nous aide en la matière, qui promeut des lois pour essayer justement de rendre les choses un peu plus équitables. Évidemment, c'est ce qu'on cherche avant tout, c'est l'équité. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est une réponse tout à fait précise et exacte, mais je ne sais pas si en la matière, on arrivera à trouver la formule magique. Sinon, je suis sûr que beaucoup d'entre nous l'auraient déjà employée. Mais avant toute chose, je le répète, créativité, innovation, engagement sont pour moi, à mon avis, les 3 éléments fondamentaux pour arriver à résister dans cet univers féroce de la mode. Et puis cette idée d'union fait la force, d'intelligence collective dont on reparlera aussi tout à l'heure. Et c'est bien ça, on peut peut-être rappeler justement les missions du comité de filière. Alors le comité de filière, il est régi par un contrat qui a été signé il y a maintenant il y a un peu plus d'1 an par mon prédécesseur qui l'avait négocié avec beaucoup de parties prenantes et qui est régi par différentes choses, notamment sur l'attractivité des métiers, qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, dans les filières, et dans notre filière, il n'est pas toujours simple de rendre nos métiers attractifs. Alors évidemment, autour de la créativité, c'est toujours plus attractif que les métiers industriels, parce qu'il y a aussi des métiers industriels dans la mode, puisque la filière, en fait, luxe et mode, elle regroupe différentes industries, des arts de la table, de l'horlogerie-bijouterie d'ailleurs, qui nous accueille aussi aujourd'hui, jusqu'à la mode, jusqu'au luxe, évidemment, qui sont les plus visibles et qui sont aujourd'hui celles qui sont les industries, en tout cas, qui sont les plus porteuses, qui l'ont été en tout cas et qui continuent à l'être. Mais c'est aussi autour du numérique. Évidemment, il y a un enjeu d'acculturation au numérique, à la transformation digitale. Et puis le dernier sujet, évidemment, c'est autour de la RSE et de l'engagement. Et c'est autour de ces 3 piliers, on va dire, attractivité des métiers, digital et engagement, que le contrat de filière a été signé et qui nous régit pour les 4 années à venir encore. Et là, on voit bien que ces 3 sujets sur lesquels on va revenir tout au long de ce forum sont ceux qui vous animent tous ensemble et qu'on essaie de craquer, si on ose dire, tous ensemble. Merci beaucoup, Nicolas Houzé. Yann Rivoalan, président de la Fédération du prêt-à-porter. Dans ces conditions, justement, celles dont on vient de parler, la mode est-elle toujours aussi innovante ? Je dirais même plus, on est des précurseurs. Il y a maintenant 3 siècles, la mode française, le Made in France, a inventé l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a 3 siècles, en 1725, il y a Basile Bouchon qui a inventé les cartes perforées. Donc les cartes perforées, ça a été le premier programme où, avec ces cartes perforées, il pouvait créer sur tous les métiers à tisser des motifs. Donc ça a été la première fois où, il y a 3 siècles, on a réussi à créer des programmes pour que l'être humain demande à une machine de réaliser des choses à sa place. Donc ce côté précurseur, cette innovation, on est capable désormais d'aller beaucoup plus loin. On est capable d'aller beaucoup plus loin parce que si on est tous les arrière-petits-fils de Basile Bouchon, on vit aussi en moment une crise qui est très compliquée, dont tu parlais aussi. Et cette crise, je crois qu'on est capable aussi, grâce à l'innovation, de pouvoir la dépasser. On peut la dépasser parce que
je le vois dans toutes nos innovations, il y a des collaborations qui se font entre les startups et les marques qui sont très fortes. Et je peux citer, par exemple, The Couples, qui arrive avec son histoire, avec ses collections, de s'associer avec la startup Inky, et grâce à cela, de réussir à créer une nouvelle collection, une collection capsule, qu'ils ont présentée dans un des grands salons de l'innovation qui s'appelle le CES de Las Vegas. Et dans cette collection, on a ce mélange entre l'histoire de la marque, la technologie, pour créer autre chose, pour créer quelque chose de plus fort, de plus innovant et de plus rapide. Ça pourrait être aussi dans la capacité qu'a par exemple Brand Sister et Tara Jarmon de pouvoir changer complètement son plan de collection, sa proximité avec les clients. Là aussi, une association avec une autre start-up qui s'appelle Autone. Et dans cette collaboration, on voit comment le Made in France ou le Made in Europe peut être accentué grâce aussi à ces collaborations. Donc on a tous besoin, je le pense, d'un nouveau regard. Un nouveau regard entre, d'un côté, ce lien qu'on peut avoir avec le consommateur. Et ce lien avec le consommateur, il se voit pour, je vais prendre aussi là encore un autre exemple, cette capacité que peut avoir Kitsune depuis maintenant des années à mélanger espace de vie, je pense qu'on adore tous aller prendre des cafés chez Kitsune, à écouter de la musique aussi grâce à eux, et mélanger cette partie musique avec évidemment la mode, qu'ils font Marsan fonctionner depuis des années. C'est un autre exemple, c'est Fago. Où Fago, avec sa Forest House, arrive à montrer les valeurs de la marque, et dans ce concept, arrive à démontrer à quel point ils savent être à la fois proches de leurs clients et dans cette nouvelle expérience, à créer ce lien qui va beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire encore aussi avec la mode. Donc dans cette capacité à pouvoir développer un nouveau regard, on peut donner, je pense, tous ensemble, quelque chose de beaucoup plus fort. Là aussi, je te rejoins complètement dans cette capacité à pouvoir ensemble mener des projets qui vont plus loin. Là, on a Mi Collection qui, en Inde, prend des femmes isolées et Mi Collection se transforme en producteur. Et dans cette capacité à être producteur, réinvente une usine autonome. On a 6 sœurs qui continuent à fabriquer dans des ateliers parisiens. On a Balzac qui, là aussi, fait travailler la maille française. Donc c'est dans ce tous ensemble, entre les consommateurs, entre les industriels, entre les fabricants et les marques, qu'on a cette capacité à pouvoir se réinventer. Et je pense, on a pu le voir, et tu en parlais aussi tout à l'heure, dans le combat qu'on a pu avoir contre toutes les plateformes asiatiques, là aussi, c'est tous ensemble qu'on a réussi à dépasser la chose. C'est-à-dire, la fédération a alerté, on a mobilisé les pouvoirs publics, on s'est tous associés pour pouvoir combattre aussi ces plateformes asiatiques. Et il n'y en a pas 2 d'ailleurs, je tiens à te dire, il y en a 31 au total. Donc on a su faire une première étape en mettant des premiers seuils qu'on va travailler au fur et à mesure pour pouvoir justement, nous, de notre côté, tous ensemble, recréer cette nouvelle mode. Et dans ce moment où c'est difficile, eh bien, je crois qu'on a l'obligation de pouvoir lever la tête et d'être encore plus fiers de tout ce qu'on fait. Cette fierté, on peut être très fier de toute la création qu'on peut avoir, on peut être très fier de toute l'innovation qu'on a depuis maintenant 3 siècles. Et c'est cette fierté, je pense, qu'on peut en fait s'enorgueillir aujourd'hui pour pouvoir se dire comment tous ensemble, on va pouvoir réinventer cette nouvelle mode. Merci beaucoup. Effectivement, toute cette question d'innovation, elle interviendra au moment de la deuxième table ronde. Pratiques et innovations responsables, quel défi, mais aussi elle infuse tous les discours finalement des personnes que l'on va avoir, puisque pour pouvoir s'acclimater à cette transformation, bien, il faut innover pour ne pas être derrière. Le sujet de la première table ronde, transmission du savoir et formation, quelle vision, on en parlera aussi. Et puis nous aurons Coperni à la fin du forum, s'il en est une marque très innovante qui viendra témoigner avec Arnaud Vaillant. Merci beaucoup Yann. Pascal, justement dans ce contexte, si on continue sur ce sujet-là, si on tire le fil, finalement pourquoi on parle d'une mode en transformation et que signifient les nouveaux impératifs écologiques, sociaux pour la mode très concrètement? Oui, on parle d'ailleurs particulièrement aujourd'hui, et nous allons parler d'une mode en transformation et on parle régulièrement de révolution écologique ou environnementale, de révolution numérique. Alors, je vais revenir sur 3 points. Le premier point sur l'impératif écologique, il est absolument fondamental, on le sait, et il y a 2 choses que je voudrais souligner ce matin. La première, c'est que quand on parle d'impératif écologique, on parle de la dimension environnementale et des dimensions sociales.
et de tout ce qui a trait à ces dimensions, parce que évidemment, ça nous emmène loin dans des problématiques assez techniques, rapidement. Je voudrais souligner le fait que, dans notre sens, l'impératif social est indissociable de l'impératif environnemental. Alors, qu'est-ce qui signifie? On retrouve ça dans les problématiques d'affichage social, et c'est plus large. Il y a parfois une confusion entre cette dimension sociale ou l'affichage social et le Made in France. On ne parle pas de la même chose. Et je dis ça en disant ça, je ne relativise évidemment pas l'importance du Made in France. Les marques de luxe et les créateurs de mode que nous représentons assurent une partie significative, l'essentiel, enfin une grande partie pour la confection et pour la maroquinerie, je dirais, parce qu'elles peuvent se le permettre en termes de prix. Mais la notion sociale, c'est aussi le modèle social français, le modèle social européen, et qui s'exprime en termes de living wage, de salaire décent. Et il faut bien avoir des points de repère sur ces sujets-là comme d'autres. Dans un registre qui n'est pas celui de la mode, vous avez probablement vu que Michelin vient d'annoncer une politique systématique de salaire décent, avec l'idée que chaque salarié doit pouvoir faire vivre une famille de 4 personnes, et ça concerne plus de 130 000 personnes. Donc ça, c'est un sujet très important. Puis un autre sujet très important sur l'impératif écologique, c'est, là aussi sans, on n'aura évidemment pas le temps d'entrer dans des considérations techniques, et sans jugement. Il faut que chacun, je veux dire d'entre vous, mais je sais que c'est le cas d'un bon nombre d'entre vous que nous connaissons bien, mais plus généralement, dans l'information qu'on relaie, qu'on transmet, il faut qu'il y ait une compréhension de l'articulation qu'il y a entre cet impératif écologique et les politiques publiques. Et croyez-moi et croyez-nous, ce n'est pas simple. On y travaille régulièrement sur ces sujets. Pour prendre l'exemple de la durabilité, ça fait des siècles et des siècles que les philosophes n'arrivent pas à s'entendre sur ce que ça veut dire. Et nous, on nous demande, en un an ou en quelques mois, d'en trouver une définition radicalement définie et finalisée. C'est plus compliqué que ça, et sur bien d'autres domaines encore. Et il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas de... Les enjeux, nous sommes rentrés dans une économie régulée, pour cet impératif écologique, régulé en France, régulé en Europe, régulé en Amérique, aux États-Unis, et régulé aussi de plus en plus, parce que les choses bougent très très vite, en Chine. Et donc la question de la non-orthogonalité et des confluences des politiques publiques et de l'impératif écologique tel qu'il est poursuivi, elle doit être absolument perçue par chacun. Et après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais au moins, on a la même langue, on a les mêmes bases de référence, et d'autant plus que l'écologie, l'impératif écologique, il est vécu dans nos métiers beaucoup, à travers notamment le respect du savoir-faire, à travers des aspects qualitatifs qui ne sont pas nécessairement pris en compte, qu'il est difficile de prendre en compte à leur juste mesure dans des KPI à dimension quantitative. On ne va pas dire... on imagine mal un designer dire je vais donner un micro-point de 54 sur 100 sentimental aux vêtements que je vais donner. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'autre volet, c'est qu'à mon sens, nous sommes rentrés, après la pandémie, et la pandémie a accéléré les choses, pleinement dans l'économie du XXIe siècle. Et l'économie du XXIe siècle, c'est une économie de l'innovation et de l'information. Donc l'innovation, Nicolas et Yann ont évoqué ce sujet, donc elle est de multiples facettes. Alors on confond souvent l'innovation et la création. L'innovation, c'est un nouvel usage, un nouveau modèle. Donc l'innovation, évidemment, digitale, elle est absolument fondamentale. Les modèles algorithmiques se développent. Je ne vais pas revenir là sur l'IA prédictive, les différentes formes d'IA, etc. Je recommande en particulier la lecture de l'excellent article on a parlé à l'instant de Yann sur les modèles algorithmiques dans le journal de l'ADN, où il explicite, très précisément et brillamment le modèle de Shane. Et évidemment, ça vaut pour l'économie circulaire et pour bien d'autres domaines, y compris en scénographie, dans les défilés, etc., etc. Il y a un sujet qui est fondamental aujourd'hui, c'est celui des modèles économiques et de la transformation des modèles économiques. Parce que nous vivons une crise des débouchés. Pour toutes les marques qui sont wholesale, il y a une véritable crise des débouchés. Et des pure players européens qui se sont effondrés. Alors, il y a toujours les Mike Teresa, les pure players allemands, Mike Teresa, Zalando et d'autres, mais enfin, on sait bien
que la situation est très difficile. Alors, heureusement pour toutes les marques, il y a des brillantes opportunités dans les grands magasins, les galeries Lafayette, bien sûr. Aux États-Unis, la situation est plus complexe. En Chine, c'est pas trivial. Et on voit très bien qu'il n'y a rien aujourd'hui qui se substitue au modèle existant et que c'est pas simple pour les jeunes marques, pour les créateurs de mode, et je dirais pour toutes les catégories de produits. Même si on sait que le physique est revenu, et il y avait l'illusion de penser que l'e-commerce pourrait représenter 30%, comme l'avait dit un certain nombre de consultants et d'autres experts, ou supposait-elle. Donc ça, c'est un sujet. Et ça, par exemple, on parle de l'importance du CSF, avec les différentes structures, on se retrouve donc dans les structures, on va dire, sectorielles, au DEFI, au FTH, au CTC, France Éclat, bien sûr, où les uns et les autres se retrouvent, mais de travailler ensemble sur les modèles économiques dans le cadre du CSF, et avec une vision à la fois française, mais européenne et mondialisée, c'est un enjeu, je pense, tout à fait important dans les temps à venir, et pas à long terme, et pour trouver des solutions innovantes ensemble, quels que soient les produits, les catégories de produits. Et puis, dernier point, nous sommes dans une économie de l'information. Et ça, j'en ai dit un mot à propos de l'écologie, mais il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière. Évidemment, une marque qui démarre, qu'elle soit entrepreneuriale ou lancée par un designer, il faut au moment qu'elle ait une base de données. Puis ensuite, il faut qu'elle choisisse un ERP. Mais ça devient rapidement beaucoup plus complexe. Et les enjeux environnementaux, par la traçabilité, par les aspects liés à la performance, ce sont des datas. Ce n'est pas autre chose que des datas. Et donc, les enjeux d'interopérabilité, les enjeux d'intégration des données, ça va être absolument l'essentiel. Et c'est un point aussi que chacun doit comprendre. Parce que sinon, vous aurez un certain nombre de créateurs très talentueux ou d'entrepreneurs très talentueux qui vont se lancer, qui vont faire des choses formidables, avec une conscience écologique militante. Et puis quand il faudra bien y voir clair à la fois sur leur traçabilité, pour ne pas être pris quand ils vont se développer par des problèmes avec des fournisseurs de rang 2 ou de rang 3, ou alors quand il faudra rendre des comptes au niveau français, au niveau européen, au niveau américain avec le Fashion Act ou au niveau chinois, ils seront gros gens comme devant parce qu'ils se rendront compte qu'il y a un problème important. Et que donc, ça vaut pour ce sujet, et ça vaut évidemment pour aborder bien d'autres thèmes, notamment le problème, la question qui rejoint mon premier point, de la base de données. La base de données, les bases d'impact par exemple, ce n'est pas l'affaire de sociétés qui bénéficient d'un appel d'offres, même si elles font des choses, elles font un travail, qu'il s'agisse d'EcoInvent, de Sfera, etc. Elles font un travail excellent. C'est les enjeux de gouvernance et c'est l'enjeu de chacun. Ce sont des enjeux citoyens et des enjeux de politique publique contemporaine. En tout cas, ces dimensions d'écologie, d'innovation et d'information, elles ne sont pas dissociées. Elles doivent être intégrées et c'est ça la mesure du XXIe siècle. Et l'écologie a accéléré vivement cette dimension liée à l'information et le fait que nous vivons tous dans une économie de l'information et de l'innovation, et que nous restons, là encore, si on compare à d'autres secteurs, évidemment, les choses ont changé. Shein, on sait que ça va devenir une plateforme au-delà de la marque, etc. On voit bien qu'il va y avoir des batailles, des compétitions de plateformes. On voit bien ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est l'enjeu français, européen, de rester à la pointe de ça et d'être innovant comme nous l'avons toujours été. Merci beaucoup Pascal. Merci beaucoup messieurs. Vous nous avez donné le là pour ce forum de la mode, soulevé pas mal d'enjeux, de challenges. Et on va voir que même parfois à des toutes petites échelles, beaucoup de personnes ont des bonnes pratiques à partager, ont des retours d'expérience et se mobilisent justement pour contribuer à la transformation de cette mode. Merci beaucoup.